C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la Fed qui est prête à se mettre en pause après une dernière hausse de taux de 25 points de base délivrée hier soir conformément aux attentes du marché. Jérôme Powell, dans sa conférence de presse, a mis tout le poids qu'il pouvait pour signaler l'idée d'une pause à venir du côté de la Réserve fédérale américaine, sans pour autant s'engager trop fermement sur l'idée d'une pause. Mais Jérôme Powell le dit de manière assez explicite, le niveau de restriction monétaire qui a été atteint après un cycle de resserrement de 500 points de base en un peu plus d'1 an est proche d'être le niveau qui convient aujourd'hui pour faire ralentir l'inflation et l'économie américaine. Nous avons même peut-être déjà atteint le bon niveau de restriction monétaire, a déclaré explicitement Jérôme Powell dans sa conférence de presse. Du point de vue des marchés, l'évidence d'une pause ouvre la voie à de futures baisses de taux pour la Banque centrale américaine, des baisses de taux qui pourraient intervenir selon le marché assez rapidement, et c'est là un point de divergence qu'il faut noter entre le pari des investisseurs, les paris pris par les marchés et le discours de Jérôme Powell hier qui continue de signaler que les perspectives et les prévisions d'inflation qui sont réalisées par le staff de la Réserve fédérale américaine ne sont pas cohérents avec l'idée de baisse de taux dans un futur proche, comprenez, au cours de cette année 2023. Voilà donc un cas de divorce qui persiste entre la Fed et les marchés. Du côté de la Banque centrale européenne, la décision est en train d'être prise ce matin. Elle sera rendue publique en début d'après-midi avec une conférence de presse à suivre bien sûr de Christine Lagarde. 25 ou 50, ce sera déjà un premier élément intéressant à noter. Est-ce que la BCE fera le choix de rétrograder à nouveau, passant de 50 à 25 points de base pour le rythme de ces hausses de taux et des prochaines, ou préférera-t-elle rester encore sur le rythme de 50 qui prévalait au cours des dernières réunions? Le point sera tranché évidemment tout à l'heure. Du côté des marchés, on attend la décision dans le calme, avec sur les marchés actions une logique de consolidation qui prévaut depuis quelques jours maintenant. Un CAC 40 qui a retracé de 2,5-3% par rapport aux sommets historiques qui ont été atteints il y a quelques jours à peine. Le CAC qui se traite autour de 7350 points en ce milieu de séance en Europe, avec une baisse de 0,70% aujourd'hui. La séquence microéconomique se poursuit avec la publication de différents chiffres d'activité et résultats aujourd'hui en Europe, en attendant les résultats de la plus grosse capitalisation boursière du monde aux États-Unis ce soir, avec les trimestriels d'Apple qui seront dévoilés après la clôture des marchés américains. Mais d'abord, le débrief de la séquence politique monétaire. On est entre deux décisions, celle de la BCE à suivre en début d'après-midi et celle de la Fed qui a été rendue publique hier soir. Nadia Garbi est avec nous en visioconférence, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. Pour la Fed, il semble que l'heure de la pause soit venue. C'est en tout cas comme ça que le marché semble avoir compris le discours, la conférence de presse de Jérôme Powell, qui n'a pas voulu s'enfermer non plus dans l'idée d'une pause à ce stade. On reste sur quelque chose de flexible du point de vue de la Réserve fédérale américaine. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il indique que la Réserve fédérale est prête à faire une pause. Maintenant, il a souligné le fait que l'inflation reste relativement élevée, devrait baisser, mais devrait aussi rester à un niveau très élevé. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, je pense qu'il garde un peu la porte ouverte. C'est qu'on a tout de même un contexte un peu d'incertitude où on voit, c'est vrai, un ralentissement du marché du travail, mais un marché du travail qui reste relativement encore résilient aux États-Unis.
Même le resserrement des conditions du crédit bancaire aux États-Unis ou de la distribution même de crédit. On sait que la Fed avait en sa possession le dernier sondage réalisé auprès des Senior Loan Officers américains. Ce sondage sera rendu public en début de semaine prochaine. Même l'intensification, on va dire, du durcissement des conditions de crédit ne sera peut-être pas suffisant pour accélérer le phénomène de désinflation aux États-Unis, Nadia ? Oui, alors je dirais que ces données confirment que la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale se transmet à l'économie réelle, ce qui en quelque sorte réduit les risques sur les perspectives d'inflation. Maintenant, il est vrai qu'on a un peu d'incertitude sur la vitesse de transmission de cette politique monétaire sur les économies réelles. On sait qu'il y a certains facteurs structurels qui ont changé. Donc je dirais que la Réserve fédérale garde quand même toutes les portes ouvertes pour ne pas éviter de, au fond, se cornériser en quelque sorte et devoir un peu ou perdre un peu sa crédibilité. Donc gardons les portes un peu ouvertes dans ce contexte un peu d'incertitude. Oui, ne pas se lier les mains sur les prochaines décisions à prendre. Comment est-ce qu'on explique, et cette question revient régulièrement, Nadia, comment on explique ces anticipations de marché qui voient peut-être même un début d'une première baisse de taux dès le mois de juin aux États-Unis, c'est-à-dire lors du prochain meeting dans 6 semaines? Ça paraît extrêmement rapide. Oui, alors pour nous, c'est purement trop prématuré. Du moins, si on se base sur les indicateurs économiques, une baisse de taux en juin est pour nous trop prématurée. Alors au fond, si la Réserve fédérale baisse ses taux en juin, on pourrait aussi l'interpréter comme un signe de, au fond, est-ce que la Réserve fédérale, c'est quelque chose que nous ne savons pas? Maintenant, je pense qu'à mon avis, Powell a aussi été clair là-dessus en insistant sur le fait que l'inflation va baisser, mais pas si rapidement que cela. Et il a aussi ajouté que sa mesure phare, ce supercore service hors immobilier, reste tout de même très persistant. Donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous, on juge une baisse de taux en juin très prématurée. Et d'ailleurs, dans notre scénario, on n'a aucune baisse de taux pour 2023. Bon, ces anticipations, ce pricing de marché, effectivement, hein, c'est une moyenne agrégée de plein d'opinions et plein d'avis différents de la part des investisseurs. Néanmoins, il existe. Est-ce qu'on peut relier ce pricing de baisse de taux aux États-Unis, Nadia? Alors, à la situation du système bancaire, avec un effet ou un jeu de domino qui semble engagé désormais. Est-ce qu'on peut le relier également à la question du plafond de la dette, qui est là un folklore récurrent dans la vie politique américaine, mais qui, semble-t-il, est pris un peu plus au sérieux cette fois-ci, avec une date X qui a été fixée au 1er juin par la secrétaire du Trésor, Janet Yellen? Oui, je pense que ces deux éléments font que le marché est un peu plus pessimiste peut-être que certains économistes. Au fond, je dirais que c'est vrai qu'on a ce stress bancaire avec déjà 3 faillites bancaires. Et à cela s'ajoute, c'est vrai, cette incertitude sur la politique fiscale, sur ce debt ceiling qui n'arrange pas les choses. Donc oui, je pense que vraiment ces deux éléments participent à ce pricing de marché. Du côté de la Banque centrale européenne, la décision est en train d'être prise. Elle a même peut-être déjà été prise au moment où on se parle. Nadia, elle sera rendue publique en début d'après-midi avec la conférence de presse de Christine Lagarde. On a eu beaucoup de données économiques, de données en provenance également de l'industrie bancaire avec le Bank Lending Survey qui a été publié ces derniers jours et qui couvre le premier trimestre et notamment la période du mois de mars qui a été le pic du stress bancaire aux États-Unis et en Europe. Qu'est-ce que ces données sur le front de la croissance, de l'inflation, des conditions et de la distribution de crédit en zone euro, qu'est-ce que ces données doivent apporter comme information à la BCE pour sa prise de décision selon vous? Je dirais que la première conclusion qu'on peut tirer de ces données, c'est que la transmission de la politique monétaire fonctionne dans l'économie réelle, ce qui réduit les risques sur les perspectives d'inflation. Quand on regarde en fait cette enquête de la BCE sur les prêts bancaires, on s'aperçoit tout d'abord que les conditions d'octroi de crédit se resserrent assez fortement pour les entreprises, mais surtout ce qu'on constate, c'est la demande de prêts qui diminue fortement pour les entreprises et qui s'effondre
pour les ménages, notamment le segment crédit immobilier où la baisse est plus forte que lors de la crise financière. Donc je dirais que ces données, en tout cas, sont cohérentes avec une politique monétaire qui se transmet à l'économie réelle. Maintenant, c'est vrai que si on regarde le dernier rapport d'inflation, l'inflation du mois d'avril, ce qu'on constate, c'est toujours cette inflation sous-jacente très persistante, avec notamment cette inflation service qui reste très élevée. Donc je dirais que pour nous, un bon compromis serait une hausse de 25 points de base aujourd'hui, mais au fond, on pourrait avoir aussi des arguments qui poussent la BCE à faire 50 points de base, notamment voilà, cette inflation sous-jacente très persistante, mais aussi la forte croissance des salaires nominaux. Mais je dirais que voilà, un bon compromis serait 25 points de base. Et si on regarde ce que les hawks, certains membres de la BCE ont dit ces dernières semaines, on s'aperçoit qu'ils sont devenus un peu plus pragmatiques avec l'idée qu'on doit maintenant agir de manière plus prudente, étant donné que tout l'impact de ce resserrement n'a pas encore été vu sur l'économie réelle. Entre les données sur le crédit bancaire là, qui montrent effectivement cet affaiblissement de la demande de crédit bancaire en provenance des entreprises et des ménages, Nadia, quand on met en parallèle également les enseignements peut-être des premières estimations de croissance qu'on a pu voir pour différents pays de la zone euro au premier trimestre, notamment avec des dépenses de consommation sous pression dans de nombreux pays en Europe, pour ne pas dire dans l'ensemble de la zone euro, Nadia, est-ce qu'on a un réel problème avec la demande privée finale aujourd'hui en Europe? C'est une bonne question. Je dirais qu'on n'a pas vraiment de réel problème. C'est vrai que quand on regarde le détail du produit intérieur brut de certains pays, c'est vrai qu'on constate que la consommation privée notamment est en contraction, principalement due à la forte hausse des prix. Maintenant, je dirais que d'un autre côté, on a d'autres secteurs de l'économie qui fonctionnent plutôt bien. Je pense notamment au tourisme qui supporte l'activité dans certains pays périphériques. On a aussi la politique fiscale qui soutient l'activité en zone euro. Donc, je dirais que globalement, c'est vrai qu'on a une demande domestique sous pression. Mais globalement, si on combine tous ces éléments, c'est-à-dire les données de crédit, la demande finale, en principe, sur les perspectives d'inflation, on devrait être moins inquiet. Et c'est peut-être le constat que va faire cet après-midi la Banque centrale européenne. Cette réunion, cette conférence de presse de Christine Lagarde, ce sera l'occasion aussi de faire un tout premier bilan d'étape de la réduction passive du bilan de la Banque centrale européenne, puisque ça y est, on y est. Depuis 2 mois, le bilan de la Banque centrale européenne se réduit. En tout cas, la partie du programme de quantitative easing traditionnel est en train d'être réduite. Nadia, est-ce que la BCE aura envie d'aller plus loin encore dans la gestion de la réduction de son bilan? Et qu'est-ce qu'on peut dire également de la partie de la liquidité qui peut être apportée aux banques européennes dans un contexte où la question de la liquidité en général se pose de manière assez prégnante? Oui, alors sur le bilan, c'est vrai que dans un contexte où on cherche un peu des compromis entre les hawks et les doves, c'est vrai que certains hawks pourraient pousser pour une accélération du rythme de réduction du bilan. Maintenant, je dirais que voilà, on a tout de même une limite, hein, on ne peut pas réduire de manière très rapide ce bilan. Et je dirais que sur les liquidités, c'est vrai que d'ici à fin juin, 500 milliards de TLTRO vont être remboursés. Donc la BCE va monitorer de très près peut-être quelques banques un peu vulnérables pour éviter un peu un cas idiosyncratique. Donc on pourrait potentiellement voir une banque centrale européenne qui propose, je dirais, un outil un peu ad hoc de bridge LTRO pour éviter un stress ces prochains mois. Dans le contexte actuel, oui, ce serait intéressant pour la BCE d'apporter un instrument en prévention d'un éventuel risque idiosyncratique spécifique sur une ou quelques banques européennes. Voilà, vous voulez éviter en fait en quelque sorte un peu un cas similaire à ce qui se passe aux États-Unis où on a quelques banques qui sont un peu
plus faibles ou plus vulnérables dans ce contexte actuel. Donc effectivement, la BCE n'a pas envie de se retrouver dans ce cas de figure où le marché potentiellement commence à scruter de plus près quelles sont les banques les plus vulnérables. Donc c'est la raison pour laquelle, voilà, on est tout de même dans un contexte où on a beaucoup de liquidités, hein, donc la liquidité n'est pas vraiment un problème, mais c'est vrai que c'est tout de même assez conséquent de voir 500 milliards de remboursements. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, Lagarde de toute façon aura quelques questions sur ce sujet. On suivra ça avec attention, effectivement. Une réunion encore assez ouverte donc pour la Banque Centrale Européenne. La première information sera de savoir si la BCE montera de 25 ou 50 points de base ses taux directeurs. Réponse en début d'après-midi. Et on reviendra bien sûr sur cette réunion et cette conférence de presse de Christine Lagarde ce soir à 17h dans l'émission. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Qu'en est-il du point de vue des marchés, du marché parisien notamment? Nous en parlons avec Franklin Pichard, le directeur général de Kipling Finance, avec nous en plateau comme toutes les 2 semaines, le jeudi à 12h30. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Bon, le marché est un peu épuisé peut-être, on le voit depuis quelques jours. Alors le CAC a battu un record il y a encore à peine 10 jours, mais on sent depuis que la logique de consolidation semble peut-être légitime pour beaucoup. Oui, c'est ça. C'était le 24 avril, 7581 en séance. Mais c'est le long cheminement d'un parcours qui a démarré le 29 septembre avec de petites périodes de consolidation. La plus importante étant celle du 20 mars, où on avait à nouveau atteint les 6796 pour repartir aussi vite. Donc... oui, là, il y a davantage de questions. Il y a, vous l'avez évoqué à l'instant, les banquiers centraux. Pour cet après-midi, à 14h15, 14h30, quand on aura après la prise de parole de Christine Lagarde, on a eu souvent ou parfois des prises de parole un petit peu maladroites qui ont immédiatement entraîné les marchés à la baisse pour se ressaisir derrière. Donc c'est au-delà des 25 ou 50 points. C'est vrai que pendant de nombreuses semaines, tout le monde était accroché aux 50 points une nouvelle fois. Et puis maintenant, on tempère un petit peu les choses avec les chiffres, l'inflation et autres. Donc ça va être à la fois une surprise, mais pas un événement. Mais c'est plutôt le discours qui accompagnera la situation. En ce qui concerne Powell, on a eu la réponse hier. Yeah. Job is done. Oui. Ça, c'est ce que les investisseurs disent. Jérôme Powell se permet pas de le dire, mais les investisseurs pensent que c'est ce que pense Jérôme Powell. Ouais. Et donc, alors, si on se souvient de ce qui s'est passé il y a quelques mois, le marché avait dit l'inflation sera durable et les banquiers centraux disaient non, ce sera temporaire. Maintenant, les marchés disent vous baisserez avant la fin de l'année et eux disent non, on ne baissera pas. On pourrait imaginer que... c'est un peu le dialogue de sourds, quoi. Voilà, oui, non, ou que, effectivement, si on duplique un petit peu le schéma, pourquoi pas un geste avant la fin de l'année. Mais vous évoquiez dès le mois de juin, ça semble aujourd'hui assez irréaliste. Ou alors, il faudrait qu'un événement dans l'intervalle justifie ou force la Réserve fédérale américaine dans ce sens-là. Oui, bon. Et pour le moment, on n'en est pas là. Non. Et c'est vrai qu'on a dans les autres sujets, qui sont autant structurels d'un point de vue de la macro que politique, ça va être le shutdown, ça va être le limite le plafond de la dette américaine, où on voit tout le monde s'inviter, et maintenant les républicains ont la majorité à la Chambre. Donc Biden et le gouvernement va devoir faire des concessions, donc ça va être des discussions. Le premier coup près pourrait être le 1er juin, donc les marchés vont le prendre en compte. Ouais. On a vu à chaque fois qu'on rentrait dans ces débats-là, d'habitude c'était plutôt après l'été, c'était rarement aussi tôt. Je ne pense pas que les marchés vont traverser cette période sereinement. Non, oui, c'est ça. C'est terrible parce que on connaît tous la fin de l'histoire, enfin, on l'espère. Évidemment, il n'y aura pas de défaut technique des États-Unis et même en dernière minute, tout sera fait pour l'éviter, en tout cas. Mais en attendant, c'est une période qui peut être turbulente sur le plan boursier, sur le plan de la valeur des actifs financiers.
Oui, tout à fait. C'est toujours pareil. C'est la psychologie de marché qui l'emportera. Et c'est vrai qu'en plus, il va y avoir des vraies discussions cette fois-ci. Et donc, les marchés n'aimeront pas cette période d'incertitude. Du point de vue des entreprises, qu'est-ce qu'on retient à ce stade des publications, effectivement? Alors, beaucoup des points d'activité trimestriels en Europe. Toutes les entreprises ne publient pas forcément leurs résultats au sens bénéfices financiers. Aux États-Unis, c'est la période de résultats traditionnelle pour les grands groupes, qui est un peu plus avancée qu'en Europe. Quels sont les enseignements un peu génériques ou spécifiques qu'on peut retenir à ce stade, Franklin? Alors on a tous une Bible qui est FactSet et on regarde un petit peu le niveau de publication. Et aujourd'hui, sur les valeurs du SP500, donc l'indice large, on a 79% des publications qui battent le consensus, qui font mieux. Et non seulement ils font mieux, mais ils font quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et donc, c'est un des éléments qui fait que, on l'évoquait tout à l'heure, les indices corrigent, oui, mais pas trop. C'est vrai qu'on a cette saison des publications qui, malgré tout, on l'a vu avec les bancaires avant la crise bancaire, mais avec les publications des bancaires, on l'a vu avec le luxe, on l'a vu avec des titres des sociétés qui, hélas, ont eu un problème de calendrier dans leurs publications. Vous aviez Renault qui avait connu un très très beau parcours en début d'année, puis ça fait pchit, on a reperdu ce qu'on avait gagné. Ils sont sortis au moment où Tesla annonçait qu'ils allaient baisser les prix des voitures. Il viendrait annoncer il y a 2 jours qu'il allait réaugmenter le prix des modèles. Bon, enfin, voilà, il y a une sorte de cacophonie et où globalement, sur les publications, ça a été un élément quand même de soutien. Maintenant, on a eu encore toute une batterie pour revenir chez nous de publications cette semaine et la semaine dernière. On aura Thales demain, c'est un petit peu la fin. Qu'est-ce qui peut nous donner envie aujourd'hui de rentrer dans le marché, de prendre des paris osés par rapport à nos pondérations actuelles? C'est-à-dire que si on fait des opérations, c'est parce qu'on prend des bénéfices en face, mais on ne va pas réaugmenter. On avait fait des allègements, on avait déjà du cash, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, entre 25 et 30% de cash. Et puis, finalement, les marchés tiennent. On voit que les corrections techniques, hier, on a touché un plus bas, on a rebondi dessus. Donc, alors qu'on n'avait pas encore ni la Fed ni la BCE, on n'avait que des indicateurs macroéconomiques. Et le marché reste solide pour le moment. Il n'y a absolument aucun sell-off. Il n'y a aucune volonté de partir et de quitter. Mais on reste tendu et nerveux par rapport aux prochaines semaines, aux prochaines séances, où là, on ne voit pas ce qui pourrait nous emmener le marché sur de nouveaux records ou rejoindre le record précédent. Ouais, c'est ça. Du point de vue des indices, on a en tête que le potentiel est peut-être un peu épuisé, et que les records qu'on a vus ces derniers jours sont peut-être des points hauts de marché pour quelque temps à ce stade. Oui, on a l'occasion d'assister à différentes présentations de stratégistes qui nous disent le problème, c'est que ça fait 2 mois qu'on a fait notre objectif annuel on a plus sur l'indice. Voire plus. Donc, à partir de là, et dans un environnement où quand même on n'a pas que des bonnes nouvelles, on nous a parlé de récession, on nous a parlé de montée des taux, on nous a parlé de révision possible de résultats d'entreprise, de marge érodée par les hausses des prix, mais qui ne compensaient pas les hausses de salaire ou les hausses des matières premières. Toutes sortes de questions pour lesquelles on n'a pas eu véritablement de réponse encore sur cette saison du T2 et qu'il va falloir peut-être attendre le T3 pour commencer à voir s'il y a un effet. Mais comme vous l'évoquiez, et on l'évoquait avant de prendre l'antenne, finalement, on commence à avoir des signes qui disent, de la part des entreprises, mais on est loin d'être négatif. On va maintenir nos objectifs sur 2023 et on révise même un peu à la hausse nos objectifs de résultats. En moyenne, les analystes révisent légèrement à la hausse. C'est marginal, c'est minime. Mais aux États-Unis, notamment, ça vient après des mois et des trimestres de révision à la baisse des anticipations de bénéfices pour les entreprises. Là, il y a, semble-t-il, un bottom, comme diraient les analystes techniques, qui est peut-être en train de se mettre en place. Exactement. Et dans ce contexte-là, que faire? Est-ce qu'il faut véritablement alléger
ou pas. Et est-ce que on reste positionné? C'est un petit peu, mais peut-être avec quelques orientations différentes. Voilà. Justement, et vous le rappelez à chaque fois, Franklin, il faut éviter de quitter totalement le marché boursier, parce qu'une fois qu'on a quitté totalement le marché boursier, c'est très difficile d'y revenir. Quand on veut garder quand même une part d'exposition au risque action, de quelle manière est-ce qu'on a envie d'être exposé au marché action aujourd'hui? Avec quel type de secteur, quel type de valeur? Justement, en matière d'arbitrage, là, qu'est-ce qui a pu être fait pour vos clients chez Kipling? C'est effectivement, l'expérience montre que tous ceux qui ont été pris de panique et qui à un moment ont vendu la totalité de leur portefeuille ne sont jamais revenus au bon moment, et ça s'est soldé par des pertes et des échecs. Il faut effectivement toujours garder un biais proche de 50% et à peine en dessous. Nous, on avait joué, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on avait joué, quand je dis pas mal de temps, ça fait au moins 18 mois, on avait joué BMW. Ouais. Donc là, à la faveur d'une publication qui est de qualité, on prend nos bénéfices, on avait une vraie plus-value dessus, et puis on avait un petit peu, malgré tout, allégé le luxe en voyant du LVMH au-dessus de 900, en disant c'est pas possible qu'on les retrouve pas au moins 100 € en dessous. On avait un peu allégé Hermès en se disant c'est pas possible qu'on les revoie pas en dessous de 2000 et 10% en dessous, etc., etc. Et puis on regarde des valeurs qui, elles aussi, ont bien progressé, mais sur lesquelles on a de la visibilité. Alors, on revient, par exemple, sur... On était revenu en début d'année, on avait suivi des analyses sur Orange. Ouais. C'est plutôt une belle performance. Il y a un rendement, il y aura un gros dividende à la fin du mois. On revient sur Deutsche Telekom. Ce sont des arbitrages que nous faisons. Ceux qui n'ont pas d'Orange, quand on regarde le graphique d'Orange, on peut encore revenir sur les niveaux actuels. Ils ont fait passer des hausses de prix. C'est bien géré. Donc, on a la possibilité d'aller sur des valeurs comme ça. Et puis, eh bien, l'histoire le prouve et le montre. Dès qu'on est sur des barnums, sur des grosses capitalisations de la cote et du CAC 40, même si on a un pépin de marché, il ne faut pas avoir besoin de son argent entre les deux, mais ça baisse et ça remonte derrière dans les mêmes proportions. Donc, voilà, je pense qu'il faut faire attention. J'ai discuté avec des gérants qui avaient des petites valeurs encore. Ouais. Alors vous allez me dire que je fais une fixation, mais qui avaient des pharma, des biotech et autres. Ils me disaient, mais je me fais rincer en ce moment. C'est des baisses de 70%. C'est pas exceptionnel. Donc quand vous avez des titres comme ça, c'est vrai que c'est très très compliqué. La liquidité, là, c'est quand même important. Être sur des grandes valeurs liquides. Parce que c'est vrai que tout le monde regarde le compartiment des small caps. C'est pas cher. Il y a une décote, pourtant les fondamentaux restent bons, les croissances restent là pour les entreprises un peu phares de ce segment de la cote. Mais il n'y a pas l'appétit, il n'y a pas l'envie d'y revenir. Il n'y a pas l'appétit parce qu'on nage à contre-courant encore, c'est-à-dire il y a toujours des flux sortants et que, comme vous le dites, les investisseurs savent que c'est bon marché, savent que ça vaut le coup, mais les gérants de ces mêmes compartiments font face à des rachats et quelle que soit cette fameuse qualité, les titres sont vendus parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc on sait tous qu'à un moment, il faudra y revenir. Tout le monde avait dit début 2023, 2022, on oublie. C'est le moment de revenir en 2023. On est au mois de mai, c'était toujours pas le moment. Donc effectivement, il est urgent de ne pas se presser pour revenir sur ce compartiment. Merci beaucoup Franklin. Merci pour votre participation tous les 15 jours dans Smart Bourse à 12h30 le jeudi. Franklin Pichard qui était à mes côtés en plateau, directeur général de Kipling Finance. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.